Bonjour à vous, merci beaucoup. Tout d'abord, on tient à remercier l'Institut de musicothérapie de Nantes et le comité de pilotage des journées d'études pour nous avoir invités à présenter notre travail en lien avec la thématique du corps. Nous accueillons aussi depuis plusieurs années des stagiaires du DU de Nantes. On a eu 6 stagiaires là sur la promo 10. Donc, on les remercie aussi parce que ça a été des belles aventures et on apprend autant qu'eux quand ils viennent nous voir. Voilà. Euh, on travaille tous les deux dans un service de psychiatrie infanto-juvénile à Châteauroux. Notre travail s'articule autour de séances individuelles et groupales en musicothérapie active et réceptive qu'on mène chacun de notre côté. Quand on est en groupe, on est avec un soignant, l'un et l'autre. Et puis, on a ensemble un groupe un groupe qu'on co-thérapeute ensemble. Voilà. Et puis, on a organisé aussi des sessions pendant les vacances scolaires parce qu'en fait, on suit le calendrier scolaire. Donc, pendant les vacances, on anime tous les deux des sessions un peu plus intensives tous les matins en demi-journée d'hôpital de jour de 9 heures à midi, du lundi au vendredi. Voilà, chaque semaine, on a une heure de réunion ensemble qui bien souvent ne suffit pas. Donc, nous nous prêtons au jeu du regard de l'un sur les séances de l'autre. Nous nous questionnons ensemble. Et nous y abordons également la question de notre place, de notre légitimité et du lien avec les équipes. J'ai une petite anecdote assez fraîche à ce sujet. Mercredi dernier, quand au bout de 4 individuels et de 2 groupes, je suis arrivé à mon 3e groupe de la journée et puis j'ai croisé Isabelle et puis je lui ai dit alors là, je ne sais vraiment pas quoi faire, sans doute un peu épuisé par la journée aussi. Et puis, comme on s'est juste croisés, elle m'a dit bah, peut-être que tu peux essayer de rien faire. Mais par contre, sois présent. Voilà. Je ne me souvenais pas lui avoir Tu dit te ça, souvenais pas? mais je me reconnais bien quand même. Oui. Nous allons partager avec vous, là, durant les 3 quarts d'heure à venir, c'est la manière dont on fait ces réunions-là, ce que nous observons, comment des éléments du corps s'immiscent et nous questionnent. Ces temps d'échange sont aussi l'occasion d'expérimenter certaines techniques psychomusicales ou de travailler sur de nouvelles chansons à proposer. On va d'abord faire un petit focus sur les sessions qu'on fait pendant les vacances. Pour l'instant, on l'a fait exclusivement avec des adolescents, mais on est en train d'en préparer une là avec l'unité des petits. La répartition se fait comme ça, l'unité des petits 0-8 ans, l'unité des moyens 8-12 ans, l'unité des adolescents 12-18 ans. Donc, chaque enfant a un programme de soins établi en juin pour l'année scolaire à venir. La plupart du temps, quand ils ont de la musicothérapie, c'est une séance par semaine. Et nous avons proposé donc d'intervenir en complément de cette organisation-là sur les temps de vacances. Alors, on s'est dit comme objectif qu'il s'agissait de sortir de l'habituel des séances hebdomadaires. Ce sont des groupes aussi pour mélanger, mélanger, je ne sais pas si c'est le terme, proposer différents patients qu'on ne connaît pas forcément toujours, en lien avec une psychologue et le médecin qui nous les adresse et qui même vont jusqu'à téléphoner quand ils ne viennent pas. Ça crée un effet surmoïque. Et le psychologue est en interface avec les soins habituels. Donc, les sessions qu'on propose, ils ne sont pas simplement portés par nous, ils sont réellement portés par l'institution.
Pour nous, il s'agissait, au niveau de ces adolescents, de répondre à ce qui nous était présenté en réunion, c'est-à-dire des problématiques de limites, de bord, d'enveloppe, de porosité, d'une difficulté à être présent là et maintenant. Je repense à Sophie Bouchex, que j'ai eue en stage et qui écrivait dans son mémoire, elle parlait d'enveloppe gigogne, comment les enveloppes, il y a l'enveloppe de l'hôpital, l'enveloppe du service, puis notre salle et puis l'espace de jeu. Enfin, tout ça, ça contribue au processus thérapeutique, au cadre thérapeutique. On observe ce qui est extérieur, ce qui est intérieur à soi, ce qui est intérieur au groupe, ce qui est extérieur au groupe. Et puis on observe les jeunes dans les jeux sonores variés que l'on propose, pouvant s'appliquer corporellement de plus en plus. Lors des sessions, on a volontairement joué sur ces questions intérieures-extérieures en utilisant d'abord une salle de musicothérapie, puis nos 2 salles. D'ailleurs, on se partage des fois la moitié du groupe, donc quelque chose se vit avec un groupe et on ne sait pas trop ce que les autres font, puis on fait une mise en commun, mais il y a quand même une distance entre ce qu'on a vécu et ce qu'on en raconte. La salle de psychomotricité, et puis aussi des moments juste à la porte de nos salles, il y a une galerie, sous la galerie, dans le jardin thérapeutique, et puis on va aussi en ville, en forêt. On a observé des peurs qui se sont trouvées mises en jeu, accompagnées pour être travaillées. C'est déjà ce qui a été raconté depuis ce matin, depuis cet après-midi. Mise en jeu dans le cadre des jeux sonores et des jeux du corps. Anzieux, en se référant à Winnicott au sujet du moi, il parle d'un moi qui se fonde sur un moi corporel. Puis plus loin, en parlant de la dépersonnalisation, il parle de la perte d'une union solide entre le moi et le corps. Donc, il s'agissait bien de s'occuper un petit peu, enfin de regarder ça. Être ensemble s'expérimente en différents lieux, salle d'attente, salle de musicothérapie, mais également dans le camion pour aller jusqu'en forêt, pour sortir du service et de l'hôpital. Et puis en forêt, on a joué à se perdre, à se retrouver par un petit jeu qu'on appelle le petit poussé sonore, où l'enfant s'éloigne, accepte de s'éloigner. Alors ça arrive en général vers la fin de la session. On lui propose de s'éloigner. C'est un endroit où on va, qui est un ancien lieu d'un château médiéval qui aujourd'hui a disparu, où la forêt a repris ses droits. Il reste un grand monticule et des douves. Et donc, nous, on est en haut avec nos instruments et l'enfant s'éloigne avec son petit instrument. Et nous, on lui dit qu'il ne craint rien, en fait, hein, qu'il accepte ça. Et puis, on le rappelle avec les djembés et il revient en nous entendant juste par le lien sonore, là. Donc, il joue beaucoup de choses à ce moment-là. Et c'est pas sans nous évoquer, là, le Forda, le partir-revenir du petit Hans du jeu de la bobine, qu'on rejoue là avec des adolescents. Hein. On pense aussi, on travaille sur la distance aussi, trouver la juste distance entre les thérapeutes et les adolescents, mais aussi les adolescents entre eux. Parce qu'on sent bien qu'à cet âge-là, la question du corps est importante. Et on a trouvé, Isabelle a trouvé un jeu qu'on a appelé le jeu de la baguette, en fait, où elle a plusieurs baguettes de plusieurs matières différentes, de plusieurs longueurs différentes, qu'on laisse sur une table et ils choisissent celles qu'ils ont envie d'essayer. Et puis, ils peuvent changer. S'ils se sentent trop près, ils peuvent essayer une autre baguette. Voilà. On a des baguettes qui font 1 mètre, d'autres comme ça, 10 cm, 15 cm. Il y en a qui sont flexibles. Et on se lève, on va jouer à garder la distance, évaluer à quelle bonne distance on est ou qu'on n'est pas bien.
Et puis, ça, c'est au bout d'un moment, je peux retirer la baguette et puis on garde la distance. Ou alors, on va se mettre à la distance où on pense être bien. Mais tout ça, ça peut se faire aussi sur un jeu sonore, sur une chanson diffusée. Ce jeu-là, c'est souvent très, très intéressant à observer. Et avec qui on est bien à peu de distance et avec qui on est bien s'il y a un peu plus de distance aussi. Faire cette expérience-là. On peut l'expérimenter aussi entre nous. Hein. Vous verrez, c'est très intéressant. Hein. Alors ça, c'est plutôt un jeu qu'on propose au début pour briser un peu le froid de la rencontre. Et on voit que c'est assez ludique et que ça permet assez vite de passer à un processus d'illusion groupale, aussi en interchangeant les personnes. On utilise aussi beaucoup dans la salle de psychomotricité, parce que nos salles respectives ne permettent pas les mouvements dansés avec des grands groupes. Donc, on va chez les psychomotes à ce moment-là, et puis on utilise le mouvement dansé avec différentes sources sonores. Voilà. Et on ajoute aussi, parce que j'aime bien la peinture, j'aime bien les arts plastiques, on peut utiliser aussi le dessin, qui est déjà aussi une forme de mouvement sur une feuille. Et ce que l'on va pouvoir soit à partir d'une source sonore, un morceau de musique, soit au contraire, qu'est-ce que ça pourrait créer comme son. Je crois que tu veux parler d'André Green, qui, lui, insistait bien sur cette séparation des corps et sur l'idée de diffusion. Il parlait du lien de la mère et de l'enfant. Mais voilà, tu veux nous dire autre chose sur André Green. Quand André Green parle de la musique comme un véhicule des affects, il l'appelle le discours vivant. Au cours de ces sessions de 5 jours consécutifs, dans différentes manières d'aborder la musique, différents lieux, la mise en jeu du corps, ça nous a montré ça nous a montré des jeunes en fin de session plus solides corporellement. En tout cas, ils étaient un petit peu plus redressés, beaucoup plus en lien les uns avec les autres, plus sécurisés aussi. Et ça a donné accès des fois pour certains à un autre travail. En 5 matinées, on s'est dit qu'on avait avancé beaucoup plus vite quelquefois que 20 séances au cours de l'année, même si les séances régulières chaque semaine sont importantes. Je pense qu'il faut un petit peu de tout ça. Dans son livre aussi de musicothérapie analytique de groupe, Edith Lecourt cite en citant Anzieux, nous signifie que le groupe thérapeutique est un passage d'une collection d'individus à un ensemble bien délimité avec un intérieur et un extérieur. Puis plus loin, quand elle parle de la création, de la création d'une entité psychique. Nous avons observé la qualité accrue de la réassurance acquise au cours de ces sessions, notamment par des corps plus déliés et une possibilité en fin de session de chanter ensemble. Alors on a chanté tout le groupe ensemble en rond sous la galerie, qui est un lieu où passe tout le monde. Et ils étaient plus du tout craintifs. Ça faisait, moi je pensais, c'est avant-hier, j'ai pensé ça, faire groupe, faire corps, un groupe qui fait corps. Et ça, c'était assez étonnant pour nous de finir comme ça, mais même pour eux, mais ça, ils l'ont vécu heureux d'avoir réussi ce passage-là, parce que c'est pas rien d'arriver à chanter au milieu des gens qui passent. Ils n'en avaient pas plus rien à faire, mais au contraire, ça collait. Je crois que tu voulais parler de Noé. Ouais, je vais te parler de Noé. Je vais essayer d'accélérer un peu la fluence parce que je voudrais qu'on puisse dire tout ce qu'on a prévu. Donc Noé, il a été accueilli, il a 8 ans. Il a été accueilli pour la première fois en décembre 2019. C'est un réaccueil pour provocation à l'école, violence à l'école, jet d'objets, exclusion du parascolaire, la cantine et la garderie. L'hypothèse diagnostique a mis en évidence les troubles du comportement et les échelles de Connors tentent à confirmer l'hypothèse du TDAH. Les parents de Noé sont séparés et il est noté des divergences éducatives de la part des parents. Il a aussi un petit frère. Le médecin prescrit un traitement médicamenteux par Ritaline
et des soins de thérapie relationnelle en individuel et en groupe. Il aura un groupe jeu dynamique, et un individuel en psychomotricité et un individuel en musicothérapie avec moi. Voilà. Donc moi, j'ai vu Noé de décembre 2020 à avril 2022. Et je voudrais te parler d'une des dernières séances que j'ai eues avec Noé. J'ai remarqué qu'au cours de la prise en soin, Noé adopte beaucoup de tics de réassurance. Ça peut être une petite danse ou un simple mouvement. Il aime beaucoup Fortnite, donc c'était beaucoup des danses Fortnite. Il fait ça avant de faire quelque chose qui le stresse et il le dit. Je fais ça parce que ça me permet de me déstresser. Cette fois-ci, je lui parle du spectacle, un univers que je connais bien, et puis je lui montre la technique des théâtreux avant de monter sur scène et leur toi toi toi. Entre le défoulement et la recentration de l'énergie. Je pense à Jean-Pierre Klein qui parle de réaccéder à soi avant de se mettre en représentation, avant de se représenter. Il décrit dans son concept de symbolisation accompagnée l'importance de l'acte de création. Se voir créer est un objectif thérapeutique. On met en forme une évolution. Symboliser permet de mettre à distance ses idées et de créer une autre réalité. Il parle aussi de pas de côté. Et ce pas de côté, en fait, il peut être facilité par le mouvement. Donc là, je me suis inspiré du rapport d'un des stagiaires qui est venu nous voir cette année, qui disait « Certains jeux musicaux mobilisent le corps, favorisant ainsi une mise en mouvement des processus de pensée. » Alors, je dis à Noé, une fois qu'il a fait sa danse Fortnite, bon, tu te sens prêt? Et je lui dis, moi, nous sommes prêts. On improvise avec les instruments, et là, Maë remet à l'œuvre tout ce qu'on a travaillé ensemble depuis plus d'1 an. Donc, l'imitation, le dialogue musical, l'accordage émotionnel, la recherche d'air transitionnel et l'humour, qui est un mécanisme de défense qui est très bien utilisé par Noé. Après cette improvisation, pas de verbalisation. Je saisis la proposition de Noé d'aller dehors avec des trucs, des instruments donc. L'objectif est ici d'observer comment il va se comporter hors du cadre de la salle de musicothérapie, où on se voit depuis 1 an et demi. S'il se disperse, s'il parvient à rester concentré malgré les tentations d'aller jouer avec les jeux qui sont à l'extérieur, je lui demande de porter la kalimba et moi, j'amène le djembé. On va dans le jardin thérapeutique, endroit où Noé n'est jamais allé. L'alliance thérapeutique est plus forte que la tentation et Noé a désormais les moyens d'être concentré sur une activité sans se disperser. On fait les mêmes temps de jeu improvisés à l'extérieur qu'à l'intérieur, où il se rejoue tout ce qu'on a mis au travail depuis ces 2 années passées ensemble. Pas d'inhibition de sa part, il ne se déconcentre pas, il garde son attention sur le jeu musical en dualité avec moi. Lui à la kalimba et moi sur le djembé. Question-réponse, accordage. À la fin de notre improvisation, je propose à Maë de s'éloigner jusqu'à ce qu'il n'entende plus le djembé. On a une très grande cour. Donc, il jette des coups d'œil pour se réassurer. Et puis, en fin de séance, je lui propose d'aller jouer au jeu qu'il souhaite dans la cour. Et il a joué à la marelle? Alors, Je crois. Ouais. Alors, au sujet de ce qui va venir maintenant, nous, là, on vous fait part de ce qu'on fait quand on fait nos réunions. Et de temps en temps, on a besoin de trouver de l'air pour faire du jeu, pour mettre du jeu dans nos rouages. Comme si nos pensées étaient une forme de rouage. Pour que ça fonctionne, il faut se faire de l'air. Donc, nous, on se met souvent, on chante juste une petite chanson, dont celle-là. Si vous la connaissez, vous chantez avec nous. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser.
Entre donc la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Essayez d'autres voix. J'espère que vous sentez l'air, le petit jeu qui s'est remis en route. En tout cas, nous, ça nous fait ça. Je lui dis à Noé que moi, je bouge pas, que je reste à l'endroit où je suis. Je lui demande seulement de revenir quand je l'appellerai avec le djembé. Signale que ce sera la fin de la séance. Il va à la balançoire, il me cherche du regard souvent au début, et puis il va vers le ballon de basket. C'est un sport qui va commencer à la rentrée prochaine. Il vient me voir en pensant que la séance est finie ou pour s'assurer que je suis toujours là. Je lui dis que la séance n'est pas encore finie et que je ne l'ai pas rappelé. Il peut retourner jouer. Il va vers les jeux à bascule, ceux des tout petits, et puis il me dit « je suis trop grand pour ça ». Mais il sourit et il s'autorise ce moment de régression dans le plaisir. Je le rappelle en frappant avec un rythme fort et marqué le djembé. On va ranger les instruments dans le placard, que je referme à clé, puis je le raccompagne au taxi. Entre-temps, Noé a changé d'école. Et la situation familiale semble retrouver un équilibre favorable à Noé. Il semble laisser le comportement qui posait problème à son ancienne école et il s'adapte très bien à sa nouvelle école où il trouve rapidement ses copains. En réunion de programmation, on a décidé d'arrêter le temps de groupe au vu des progrès de Noé. Je décide également d'arrêter l'individuel en musicothérapie dans le respect de sa demande. Il veut passer plus de temps à l'école maintenant qu'il s'y sent bien. Et parce que le travail de musicothérapie avec Noé est pour l'instant terminé. Si je reviens sur tout ce que tu viens de nous dire, lorsque tu observes la danse de Noé qui l'aide à diminuer son stress, moi, il me semble que cela donne un contour, un bord à ce moment d'angoisse. En fait, il ne sait pas, lui, il est angoissé, il bouge dans tous les sens, il a des tics. Et en lui proposant un geste utilisé en théâtre, tu lui proposes, il me semble, un contenant repéré par la société et donc accepté. De la question des contours, il en est encore question, il me semble aussi, quand il peut jouer dans la salle, mais aussi en extérieur, comme s'il était maintenant en capacité de mettre des bords à sa pensée même. Et quand tu l'invites à pouvoir s'éloigner, cela m'évoque Winnicott dans la capacité d'être seul, en présence, lui dit de sa mère, mais donc de l'adulte et du thérapeute, là, ici. Il devient capable en s'éloignant. Et tu le prépares à la séparation, à la fin des séances, et là, il peut se représenter tout le travail parcouru, le chemin pour y parvenir, et il peut même peut-être commencer à imaginer ce qu'il va pouvoir en garder. Il peut se remémorer, repartir par tout ce que vous avez fait au cours des séances, en rendant un souvenir présent et en le rendant présent mentalement, en fait. Ce qui est pour un enfant comme ça, qui était au départ TDAH, il me semble, c'est ça qui est intéressant pour lui, là, ce qui va se passer. Alors, cette situation, moi, me fait penser à Sergio, si tu veux bien que je te parle de Sergio. Alors, Sergio m'adresse la demande un jour de venir en séance de musicothérapie il y a quelques années, dans une salle d'attente, alors que j'attendais un autre jeune pour sa séance individuelle. Et il me dit, et moi, je pourrais venir un jour avec vous, là? Alors, c'est un jeune garçon impulsif qui est connu dans le service, on en parle presque sans arrêt, pour ses nombreux passages à l'acte. Et moi, je me dis, il ne faut pas que je réponde dans l'immédiateté. Alors, je lui dis, écoute, je pense qu'il faut qu'on se donne le temps d'y penser. Je sens aussi que l'équipe ne serait pas prête à ce qu'ils viennent peut-être en séance de musicothérapie avec moi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'ils ne seraient pas trop OK. Alors bon, j'attends. Et l'année suivante,
l'année se termine, l'année scolaire se termine, il y a des programmes de soins, il change d'unité et je le retrouve donc au bout de quelques mois, en septembre, où là, je vais proposer à l'équipe qui est là pour maintenant, OK. Et dans ce temps d'été, il a beaucoup changé, il est devenu adolescent, son corps a changé, mais je remarque qu'il est beaucoup plus gauche, beaucoup plus, comment on dit, je ne sais pas comment on dit chez vous, non, il dit, oh, il est mal en patte, il ne sait pas comment se mettre, quoi. Alors, à chaque séance, je remarque qu'il n'a pas la même façon de marcher. Il n'utilise pas non plus la même façon de parler, pas les mêmes mots. Une fois, c'est un langage très soutenu. Une fois, il parle un peu comme une racaille. Il marche très vite ou en roulant les mécaniques ou la semaine d'après. Enfin bon. Et il cherche aussi parallèlement un style vestimentaire à chaque fois différent. Il va même venir une fois en costard. À chaque séance, il arrive et il rentre dans la pièce. Moi, je suis à mon bureau en général. Et il se regarde dans le miroir et il me regarde en train de le regarder se regarder. Bon, après, de ce moment-là où il se regarde et il se commente, je suis beau quand même. Vous ne trouvez pas que je suis beau quand même? Ou alors ça ne me va pas du tout, là, les cheveux comme ça. Enfin, de ça va découler la tonalité de la séance. Je dis bien la tonalité. Hein. Il pense à une musique, en général, il sait très bien où il vient. Il dit, ben, ouais, ça me fait penser à telle musique qu'il souhaite qu'on écoute ensemble. La plupart du temps, je finis par... Au début, je ne comprends pas ce qui se passe réellement, hein, mais à force de noter, je vais apercevoir qu'il y a des chansons qui sont liées à des souvenirs, soit reliées à son père, soit reliées à sa mère. En fait, il vit en alternant chez ses deux parents, et quand il est chez son père, il amène des chansons chez son père, et vice-versa. Quand il est chez son père, il insulte sa mère. Quand il est chez sa mère, il insulte son père. Il est clivé. Il ne peut pas aimer l'un et l'autre. De cette écoute découlent tout le temps des mouvements, des rythmes dans le bureau. Il va d'une porte à l'autre, d'un mur à l'autre. Il vient vers mon bureau, il tapote, on fait des rythmes ensemble. Je l'accompagne juste comme ça, hein, juste par des rythmes que je réponds à ce qu'il me propose comme musique. Et réellement, moi, je ne bouge pas de mon bureau. Je suis dans la pièce et à son écoute. Et là, de nouveau, il me regarde furtivement dans le miroir. Il n'a pas besoin que j'intervienne plus que ça, finalement. Cela me rappelle aussi la première séance où il est venu avec moi, où il est rentré dans la salle, il s'est allongé, il a pleuré et il s'est endormi. Il s'est réveillé à l'heure de la fin de la séance. Je lui ai seulement dit ce jour-là que je constatais qu'il me semblait qu'il était en confiance et que nous allions poursuivre les séances. Après ce temps de jeu de miroir, il commence à raconter des éléments de sa vie, ses parents séparés. Et puis, ce qui nous a rejoints sûrement avec Sergio, c'est que ses parents sont très investis dans la culture locale et que je connais des groupes qu'il connaît aussi, des musiciens locaux. Et du coup, on part de là. Ah bah tiens, tu connais un tel, oui, je connais, j'ai déjà vu dans tel endroit, c'est un petit département. Donc, petit à petit, il diversifie ses propositions. Moi, je lui en propose d'autres, je lui propose d'autres choses. Et ça, les propositions qu'il va le faire vont de plus en plus s'écarter des propositions de ses parents. Entre deux séances, il cherche d'autres styles, tout comme il cherche aussi un autre aspect vestimentaire. C'est sur ce sujet qu'il me demande des conseils. Quel type de chapeau lui irait bien? Est-ce que le costard le rend plus respectable, plus légitime? Il clive de moins en moins ses sentiments envers son père et sa mère. Et lors d'une séance, il se rappelle
que petit, alors il a 13 ans, 14 ans, 13 ans, il se rappelle que tout petit, il avait 7 ans, il était avec son père qui était en train de moissonner la nuit et qu'il s'était endormi au pied de son père qui moissonnait et que c'est le plus beau son du monde. Et il me mime le son du tracteur. On est loin de Rachmaninoff, mais pour lui, c'est la plus belle des musiques. Il dit, il n'y a pas plus beau que ce son-là. Hein. Si j'ai le malheur de ne pas donner la bonne marque du tracteur, je peux vous dire que je me fais incendier. Hein. Et ça a valeur de bercement pour lui. Dans le même temps, il exprime qu'il est en confiance avec une autre soignante du service, et ça, j'en savais rien. Mais je me suis pas penchée sur le reste de son programme de soins. Et là, il me dit qu'il aime bien aussi Vanessa. Et je fais le lien entre, il est beaucoup plus relié à ses deux parents en même temps, et là, il peut me dire qu'il aime bien Vanessa. Et il peut dire qu'il a offert une rose à Vanessa, c'est un peu étrange, mais que voilà, et que ça, il est sûr que ça va pas me faire de la peine. Voilà, qu'il n'y a pas de, comment on dit, oui, de jalousie, voilà, il n'y a pas de. Et petit à petit, tout ça, toute cette ambivalence avec ses parents, ça va se. Je trouve que ça, il n'en parle plus, quoi. Il n'y a plus ça. Et puis, voilà, il y a beaucoup moins de conflits de loyauté, ça s'éloigne pour lui. Voilà, la question du miroir, pour lui, je pensais aussi que c'était la question de son unité corporelle et psychique en même temps. L'organisation psychique qui s'est travaillée autour de l'écoute partagée ensemble dans les séances. On n'arrive pas à augmenter le tempo. Hein. Oui. À nous de l'accepter. Hein. Pourtant, d'habitude, on parle vite tous les deux, mais vous devez nous impressionner. Alors, on va faire ça. Je pense à un concept qui n'est pas tout nouveau, qui avait été développé par Françoise Dolto pour Sergio, qui était le complexe du homard. Les homards, quand ils changent de carapace, ils perdent d'abord l'ancienne et puis ils restent sans défense. Le temps d'en fabriquer une nouvelle. Pendant ce temps-là, ils sont très en danger. Pour les adolescents, c'est un petit peu la même chose. Il y a aussi pour Lacan un stade de la fonction du sujet, le jeu de l'enfant âgé de 6 à 18 mois. Cette fonction ne peut se mettre en place que par la présence de l'autre. En effet, dire « je » indique une opposition à l'autre. Le sujet est donc social, il a besoin de l'autre pour se constituer. D'ailleurs, autrui, c'est tout ce qui n'est pas moi. La situation où tu restes à ton bureau et où lui se déplace dans le bureau, sur un plan métaphorique, j'ai l'impression qu'il a jeté une encre un peu sur toi et qu'il navigue en satellite. Et puis pour Sergio, le son du tracteur dans la nuit quand il s'endort, c'est une partie de son identité sonore en fait. C'est son ISO, l'ISO de Bedenson. C'est là où nous, notre travail, il est de continuellement se rappeler qu'on ne travaille pas avec la musique, mais on travaille avec le sonore. Et quand tu as parlé du moteur, voilà, moi j'ai pensé à Ryan et les séances de musicothérapie qui traînaient, que je ne savais pas quoi faire et qu'il était fan de voitures de course. Et en fait, j'ai trouvé le jour où je lui ai mis l'enceinte tout près et où on a fait le tour de toutes les voitures du monde. Et là, j'ai capté son attention et sans doute aussi un peu l'interrogation des collègues qui passaient devant et qui avaient du mal à voir la différence entre la Maserati et la Ferrari. Mais voilà. Tu veux nous parler de Tida? Alors, je vais essayer d'aller vite. Hein. Ouais, Tida, c'est une bien, petite fille qui a 7 ans, qui présente un trouble envahissant du développement et qui n'a pas le langage oral. Elle mord, elle est connue dans le service, elle mord et elle crache. Il est difficile de la canaliser, même si elle chantonne souvent de manière tout juste audible. Suite au bilan psychomusical, je constate qu'elle crache, mais moi j'ai l'impression que c'est quand
que c'est comme un mot. Enfin, je fais cette hypothèse très vite. C'est comme pour envoyer un mot qui n'a pas de... pour donner une forme à quelque chose qu'elle sortirait d'elle, dans l'impossibilité de sortir un son, puisque ce son serait perdu. Alors, je formule cette hypothèse-là, que le crachat, ça serait comme du langage, en fait. Pas vraiment du langage, mais quelque chose comme ça. Et lors d'une des premières séances, Tida crache quand nous commençons à chanter. Elle se dirige vers le placard où il y a ce fameux miroir de Sergio. Alors là, il y en a qui vont faire burk. Parce que, en fait, elle crache. Donc, je lui dis, crache sur le miroir. Et puis, j'en fais autant. Oui, il n'y avait pas que du son. Hein. Alors, je fais de même, donc. Et puis, on commence. Heureusement, je travaille avec une collègue qui me laisse faire. Et d'abord, elle est un peu surprise. Et puis, en fait, on joue toutes les deux à faire des dessins sur le miroir. Ça ne s'arrête pas là, heureusement. Parce que je vais prendre la flûte à coulisses, qui est transparente. Et puis, en fait, elle lance sa salive dans la flûte à coulisses. Et puis, elle la reprend. Et puis, elle la remet. Je suis toujours dans mon idée que c'est le mot. Hein. Et je ne sais plus où j'en suis. Si. Parce que vous me faites peur un peu. Et en fait, en même temps qu'elle fait ça, il y a quand même du son qui sort et elle s'amuse en fait après à sortir que du son. Donc elle joue avec la flûte à coulisses. Puis après, je lui propose un kazoo et en fait, ce qui me surprend, parce que je me dis, bon, dans la flûte, elle souffle, il y a du son, mais dans le kazoo, tout de suite, immédiatement, il y a les cordes vocales qui se mettent en route et il y a du son qui sort. Donc on va jouer un paquet de fois comme ça. Et Tida va, dans ses déplacements dans la salle aussi, elle saute beaucoup, elle danse. Et la collègue avec qui je suis, qui est infirmière, elle est danseuse et elle dit, regarde, c'est un ballet. Régis, tu te souviens d'elle? Et là, plus jamais, elle n'a craché vraiment dans la séance. Comme quoi, je pense vraiment qu'il s'agissait de ça. Elle se promène dans la salle, elle va aussi jusqu'au téléphone de la salle, elle appuie sur une touche, il y a une tonalité qui se met en route, elle prend cette tonalité pour chanter avec tout le monde. Il y a plein de petites observations comme ça. Elle va au piano corde, alors c'est un piano où il reste que les cordes. Et c'est drôlement bien parce qu'elle joue là-dessus et elle joue sur les différents sons qu'elle reprend à la voix. Et aujourd'hui, là, actuellement, il y a quelques petites... il y a des mots qui commencent à apparaître, mais il n'y a plus de crachat. Donc, je pense quand même qu'on était un petit peu dans cette situation-là du mot, la forme. Oui. Alors, bon, effectivement, ces réactions avec la salive, je les ai aussi. Je pense à un enfant qui a un TSA et j'ai deux infirmières qui sont avec moi dans cette prise en soin. Et elles sont complètement éberluées quand elles me voient lui passer la flûte, qui me repasse la flûte, qu'elles sont dans un truc très hygiénique et donc du coup, ça les dépasse complètement. Donc quand il va vers elles pour leur donner la flûte, elles ont une autre fonction, mais voilà. Je vais faire vite, mais je voudrais vous présenter le cas d'Alfredo, qui a 15 ans et qui, lui, est dans un phénomène un peu contraire, c'est-à-dire que c'est un silence du corps. Il arrive au service de pédiatrie en août 2021 avec un grand ralentissement moteur dans la marche. J'avais prévu de vous le faire, mais je ne le fais pas bien. Il a une grande fatigabilité et un état psychique qui se dégrade depuis plusieurs semaines et puis qui inquiète ses parents.
Plusieurs analyses sont effectuées en pédiatrie et aucune ne permet de déceler un quelconque trouble d'origine organique. Parallèlement aux analyses, la pédiatrie indique à Alfredo au service de psychiatrie juvénile pour approfondir la piste psychosomatique. Durant sa première année de soins, Alfredo alternait entre séjours à l'hôpital pour les analyses, les divers rendez-vous auprès des services spécialisés, Nancy pour le Covid long, Paris et Tours pour la neuropsychiatrie, et puis des brefs retours à la maison. Entre-temps, il a été déscolarisé pendant toute l'année. Un dossier est monté auprès de la MDPH pour accompagner les démarches de soins, puis anticiper les aménagements nécessaires à son retour à l'école. Il arrivait qu'Alfredo vienne en fauteuil roulant, parfois non. Il y a un stagiaire qui avait compté, Mathieu, qui avait repéré qu'il marchait en ternaire. Et effectivement, depuis, j'y pense tout le temps. Et j'ai 1, 2, 3, mais on ne peut pas imiter la façon dont il marche. C'est un énorme ralentissement, mais plus que ce que vous pouvez imaginer. Durant cette première année, il ne comprenait pas, Alfredo, les raisons de sa présence au SPIGE. J'ai rien à faire en psychiatrie. Pour lui, la cause, elle est forcément liée à une maladie qui affecte uniquement son corps. Il n'était pas prêt à accepter que ce handicap moteur puisse venir d'une cause psychique. Toute l'équipe concernée par ce jeune a dû travailler avec cette opposition passive et puis accueillir les défenses durant toute cette première année. Le suivi médical d'Alfredo, en dehors de centre hospitalier, il est très conséquent. Les rendez-vous de spécialistes, les kinés, la psychothérapie en libéral, une thérapie familiale qui a été commencée en dehors du service également. Toute l'attention est portée sur lui. Il y a un peu l'idée de patient désigné ou de porte-symptôme familial chez Alfredo. Je vous explique pourquoi. Le contexte familial et les intrications systémiques sont très importantes. Par systémie, j'entends l'intrapsychique, les angoisses individuelles, l'interpsychique, le lien qui se fabrique à deux personnes, et le transsubjectif, la matière psychique qui appartient au groupe. Comment on peut se retrouver à être porte-parole et prendre en charge des ressentis qui sont communs aux autres. La maman d'Alfredo est psychomotricienne. Son papa, il est professeur d'histoire en collège. Il a une sœur aînée qui est en faculté de psychologie, qui a été hospitalisée vers ses 16 ans pour tentative de suicide. Le petit frère d'Alfredo, il le décrit comme étant un TDAH, donc à l'opposé de lui. Le père d'Alfredo, il est entré et sorti de clinique psychiatrique privée en même temps qu'Alfredo de la pédiatrie, mais jour pour jour. Les causes de l'hospitalisation du père d'Alfredo sont un syndrome de burn-out. Par ailleurs, les vacances de famille ont toujours été focalisées sur Alfredo. Il a été sujet à l'eczéma sur l'entièreté de son corps, jusqu'au visage, jusqu'à ses 15 ans. Donc moi, je l'ai connu sans eczéma. Les uniques vacances de famille qui ont lieu depuis sa naissance étaient pour une cure de 3 semaines l'été pour les soins de peau d'Alfredo. Son dermatologue parisien a arrêté de le suivre au cours de l'année où il était en psychiatrie. Ses problèmes de peau ont disparu. De quoi sont faites les séances de musicothérapie? J'ai d'abord voulu aller un peu sur le terrain de l'actif parce que j'étais curieux et que je voulais voir si ce ralentissement se constatait aussi dans les mains. Alors, Alfredo jouait du piano et la première séance que j'ai faite avec lui sur le piano, il avait une vélocité, il n'avait aucun ralentissement au niveau des mains. Je cherchais aussi les parties saines que j'aurais pu valoriser chez lui. Alfredo a fini par conduire les séances vers le réceptif. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on n'est plus que sur ces séances-là. Il amène en séance des musiques exclusivement de jeux vidéo, quasiment que de jeux vidéo. Des connaissances très pointues et précises dans ce presque unique domaine de prédilection pour lui. Il est très à l'aise dans l'analyse qu'il fournit pour son âge. Alors, je cite Alfredo. Le remix a bien capté l'intention musicale du morceau original et l'a amplifié. Alors, il faut que je sois prêt quand je reçois Alfredo parce que la sphère intellectuelle est très présente chez Alfredo. Il mesure tous les mots qu'il emploie. Il prend son temps pour répondre avec justesse et il recherche l'exhaustivité à tout prix.
Il demande à son interlocuteur d'être très attentif durant les 3/4 d'heure de la séance. La recherche de la perfection comme un idéal sans sembler se satisfaire de l'existant. Le vécu uniquement dans le monde virtuel, comme si Alfredo voulait exister que comme une tête. Et puis, voilà, d'où son mécanisme de défense de refuser habilement l'actif pour être intarissable dans son domaine, c'est-à-dire l'abstraction. Oui. Alors, juste actuellement, les gens nous disent « Ah, il marche plus vite ». Nous, on ne s'en rend pas encore compte. Le médecin m'a dit, j'ai l'impression qu'il marche un petit peu plus vite. Moi, je ne me suis pas rendu compte, et c'est ce que j'ai dit au médecin. Je ne m'en rends pas compte, je le vois toutes les semaines. Et puis, il y a une soignante qui ne le connaît pas du tout, mais qui le voit venir en séance avec moi et qui m'a dit ça aussi. Et moi, pour l'instant, je ne vois pas je vois pas d'accélération dans sa marche, mais peut-être que je ne me focalise pas dessus aussi. Bon, voilà, on a essayé de montrer à travers les prises en charge quelle place peut occuper le corps, le mouvement, le rythme, la corporalité et le silence du corps. Tout comme pour les musiciens dont l'engagement est à un moment donné corporel. On a choisi de vous faire part du corps de nos séances en partant des passions et des questionnements qu'ils amènent ou non. On vous remercie, on est là pour vos questions. Merci beaucoup à vous deux. On a une dizaine de minutes, 5, 9. Ah, on est hyper réglé. On a encore 9 minutes pour les questions. En distance, il y en a quelques-unes. Ah, encore en distance. Merci. Et je voulais vous demander, vous parlez de grands groupes. À un moment donné, vous avez dit des séances avec des grands groupes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pour nous, des grands groupes, c'est quand il y en a 6. Ça reste... voilà, c'est très rare. Ouais, je crois qu'on était à 8 sur la session, mais c'est un peu exceptionnel. Et puis, la plupart du temps, les groupes sont de 4 enfants pour 2 soignants. Merci. Une question par ici. Merci. Alors moi, j'avais une question par rapport à la présence du miroir dans votre séance. Vous l'avez mentionné plusieurs fois pour différents enfants. Quelle importance est-ce que vous apportez à ce regard, ce troisième œil qui est dans la Je ne l'ai séance? jamais pris comme ça. En fait, il était dans la salle. C'est la salle qui était occupée précédemment par l'orthophoniste avec qui j'avais fait mon mémoire. Et puis, mes collègues, quand j'ai pris possession de sa salle, m'ont dit, il faut que tu l'enlèves. Et je me suis vite aperçue que finalement, c'était drôlement intéressant d'accepter d'être regardé au travers du... Il y a plein d'enfants qui ne peuvent pas me regarder, mais qui me regardent au travers du miroir dans un premier temps, et puis ou qui se regardent, ou alors on se met à 2, à 3 devant le miroir pour danser, pour se regarder en train de danser. Au contraire, je le trouve précieux dans ma salle, ce miroir. Il est très grand. Il fait toute la hauteur d'une humaine, enfin, et c'est vraiment, non, je trouve que j'en ai fait vraiment un allié, je pense, hein. Mais se regarder en train de regarder l'autre en train de nous regarder, enfin, il y a quelque chose d'un triangle là qui est des fois beaucoup plus facile que d'être en face à face.
Je crois que c'est Anzieux qui faisait des thérapies à côté et non pas en face à face parce que c'est trop difficile le face à face. Donc ça me permet de faire c'est un subterfuge en fait au face à face. Moi, j'occupe la salle de Sylvie Poulain, qui était la musicothérapeute qui était dans le service avant Isabelle. Et j'ai pas de miroir, moi, dans la salle. J'en ai qu'un tout petit qui est au-dessus du lavabo. Et effectivement, ça me manquait ce miroir qui est dans ta salle. Mais les enfants ont repéré le petit miroir qui est au-dessus du lavabo. Ils arrivent à monter sur les chaises pour se voir. Donc, Mais voilà. il n'y a pas des fois où le miroir est envahissant par rapport à la séance? Alors, comme c'est la porte de mon placard, moi, si je vois que ça perturbe, j'ouvre grand la porte du placard, on voit les instruments, le miroir disparaît. Enfin, je le fais sans en faire cas, en fait. Hop, j'ouvre la porte. Et après, on verra la séance d'après. Ça bouge, c'est jamais pareil, en fait. Hein. Donc, il y a une remarque en distanciel. Oui, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque de Anne-Sophie qui vous dit « Merci de cet éclairage des corps, pas toujours assez regardé, dans des séances où l'on pourrait se laisser happer par des aspects psychiques comme s'ils étaient dissociés. » Voilà. Merci Anne-Sophie. On a 4 minutes encore. Alors, c'est précieux pour nous d'avoir le regard sur le travail de l'autre. Et on le fait pas, on le fait en direct, on le fait pas en visio. Hein. Voilà, on y tient à cette réunion en face à face, nous aussi. Ouais, elle est importante et on essaye de la défendre et on est soutenu par nos cadres et notre médecin là-dessus, qui comprend l'intérêt qu'on ait un temps dédié pour la discussion. C'est aussi la place des spécialistes, la place qu'on occupe avec les psychomotriciens, où du coup, on peut avoir ce temps d'échange qui bien souvent ne suffit pas, qui se continue au téléphone, qui se continue chez l'un et chez l'autre. Mais c'est une chance qu'on a d'être deux musicothérapeutes à temps plein au sein d'une même institution. Les questions arrivent. Et il y a aussi une question dans la salle. Oh là là. C'est dur de choisir les questions. Il y Alors. a Mathieu. Bonjour Isabelle, bonjour Jean. Bonjour Mathieu. Tout d'abord, je tiens à nouveau à vous remercier pour le stage que j'ai pu faire à Châteauroux. Pour compléter votre propos, je voulais un peu. Il y a quelque chose qui m'a bien marqué pendant ce stage, qui est venu un petit peu rassembler plusieurs choses, expérimentées, vues, réfléchies lors du DU. C'était mon propre rapport à mon corps dans le soin aussi. Et que ce soit à travers les instruments de musique, la pratique des instruments de musique, l'écoute musicale, mais aussi la mise en mouvement, comment m'accorder moi-même à l'autre, à cet enfant. Alors j'ai plein de souvenirs qui me reviennent de mise en mouvement dans l'espace, en séance, en petit groupe de 3 patients, une autre séance où c'est plutôt l'inertie qui l'emporte et moi je me sens pris là-dedans et mon maître de stage co-thérapeute vient un peu bousculer tout ça à ce moment-là et comment, à quel point on va répondre en miroir aux patients, peut-être dans une fonction de sécurisation, de contenance, rassurer quant au fait que, ben, tiens, oui, je revois quelque chose de l'ordre du même, et à quel point, à quel moment donné, je vais travailler avec mes propres résistances ou avec mes propres défenses, et au contraire, apporter du mouvement. Voilà, c'était un petit retour. Ça me fait penser à Isabelle Julien, je crois qu'elle nous regarde, mais qui avait écrit il s'agit d'écouter l'autre en soi dans notre travail de musicothérapeute.
j'ai jamais trouvé une formule mieux que celle-là. Je pense que c'est vraiment notre travail, ça. D'écouter l'autre en soi. J'ai pas d'autre formule. On peut s'arrêter sur cette phrase.